Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on prenne vraiment le temps de parler de la solitude en profondeur, pour que, d'ici la fin de cette vidéo, vous ayez l'impression d'avoir exploré le sujet sous tous ses angles. Vous le savez, j'aime tout ce qui touche à notre monde intérieur, à la manière dont on perçoit ce qui nous arrive, et la solitude fait justement partie de ces expériences essentielles de la vie humaine. Certains la vivent comme une souffrance, une injustice, tandis que d'autres la voient comme une opportunité de liberté et de découverte de soi. Mon but ici est de vous proposer une réflexion détaillée, car il est important de rappeler cette idée du stoïcisme. Ce qui nous trouble ne vient pas seulement de la situation elle-même, mais surtout de la façon dont on l'interprète. Et c'est encore plus vrai pour la solitude, qui peut être soit un refuge apaisant, soit un vide angoissant, selon notre regard. Dans cette vidéo, je veux vous plonger totalement dans le sujet. Alors installez-vous confortablement. Vous allez sans doute commencer par me dire que la solitude n'a pas qu'un seul visage, qu'elle peut être choisie ou subie, et que cette différence est fondamentale pour l'expérience que nous en faisons. Imaginez un instant deux personnes dans la solitude. La première est un retraité, veuf depuis peu, dont les enfants vivent loin, et qui découvre du jour au lendemain que ses journées sont vides de toute présence humaine. La seconde est un artiste qui a décidé de s'enfermer plusieurs semaines dans un atelier isolé pour se consacrer corps et âme à son œuvre, loin de la distraction du monde. Dans l'esprit de la plupart, la première situation renvoie à une tristesse, un isolement subi, alors que la seconde inspire plutôt l'idée d'un repli volontaire, potentiellement riche en créativité. Pourtant, le fait est que les deux individus sont seuls. Or, cette ambivalence démontre qu'il ne suffit pas d'être privé de compagnie pour souffrir. On peut tout à fait cultiver la solitude et y trouver quelque chose de précieux. De la même manière, on peut être cerné de personnes et se sentir profondément seul, comme si le lien ne se faisait plus, comme si la présence de ces gens ne parvenait pas à réchauffer l'âme. Cela montre que la solitude, au fond, est un rapport entre soi et le monde, ou soi et autrui, et qu'elle n'est pas dictée uniquement par la présence ou l'absence physique des autres. Les stoïciens nous diraient ici que ce qui nous trouble n'est pas le fait d'être seul, mais la croyance que cette solitude est forcément synonyme d'un manque ou d'un abandon. Les mêmes stoïciens admettraient que, parfois, on est arraché contre son gré à un contexte social, qu'on est exilé ou isolé par les circonstances. Mais ils insisteraient tout autant pour dire que la cause ultime de la souffrance n'est pas la solitude elle-même, c'est l'idée que nous en faisons et l'interprétation qui s'y surajoute. Alors, comment se libérer de cette interprétation négative? C'est justement ce sur quoi je souhaite revenir, en avançant pas à pas, pour que vous preniez pleinement la mesure de tout ce que la solitude peut signifier. Il est souvent indispensable de commencer par un exemple concret. Imaginons une personne qui se retrouve, à l'aube de ses 40 ans, séparée de son conjoint, sans enfant, avec quelques connaissances éparses, mais pas vraiment d'amis proches. Du jour au lendemain, cette personne rentre le soir dans un appartement silencieux. Auparavant, elle s'habituait à retrouver quelqu'un, à discuter de la journée, à partager un repas. Désormais, le frigo est silencieux, les pièces sont vides, et elle se dit « c'est insupportable de ne plus avoir personne ». Rapidement, elle se met à associer ce silence à un échec affectif, à un stigmate qui la renvoie à l'idée qu'elle ne mérite pas l'amour ou la compagnie d'autrui. Mais, si on regarde bien, la solitude n'est pas en soi la source de cette angoisse. Ce qui la rend angoissante, c'est le fait de la vivre comme une punition, comme la conséquence d'une inaptitude à être aimé, ou encore comme un gouffre sans fond dont on ne ressortira jamais. Les stoïciens se seraient empressés de souligner que la personne projette un jugement catastrophique sur un état de fait pourtant neutre. Elle est seule, c'est vrai, mais est-ce pour autant la fin du monde? N'y a-t-il pas dans cette solitude quelque chose à faire, un temps à occuper, une introspection à mener, voire de nouvelles relations à tisser d'une autre manière? Est-ce vraiment un verdict absolu sur sa valeur personnelle? On voit bien, à travers ce petit scénario, que l'essentiel se joue dans la manière de qualifier le réel, plutôt que dans le réel lui-même. Il ne s'agit pas de minimiser la douleur de la rupture, ni le manque affectif que l'on ressent, mais plutôt de souligner que la solitude ne sera pas toujours vécue comme un fardeau, si l'on fait bouger un tant soit peu notre regard. J'entends ici les protestations de ceux qui diront « facile à dire, quand on a un tempérament qui supporte le silence,
ou qu'on a des ressources intérieures. Mais quand on est fragile, quand on manque d'assurance, on peut vraiment tomber dans la dépression à force de se retrouver seul. Je ne nie pas cette possibilité, ni la réalité d'une souffrance bien ancrée. Je dis seulement qu'il y a, dans la solitude, une dimension interprétative qui dépend de nous, et que travailler dessus fait partie de cette discipline que prônent les stoïciens. Vous allez me dire qu'il existe des formes de solitude totalement subies, comme lorsque quelqu'un perd brutalement sa famille dans un accident et se retrouve sans aucun repère, ou lorsqu'une personne âgée, malade, se retrouve totalement isolée, sans les moyens physiques ou financiers de maintenir un lien social. Effectivement, la solitude peut devenir, dans ces cas, un isolement quasi total qui rend la vie extrêmement dure. Mais même là, certains témoins de situations extrêmes racontent comment ils ont fini par apprivoiser, à travers des lectures, des pensées ou même des rêves éveillés, la réalité de ce vide relationnel. Parfois, c'est la correspondance écrite, fût-elle sporadique, qui maintient un mince fil social, et cette forme de solitude est alors vécue comme un défi à relever, plutôt que comme une damnation absolue. Prenons un autre exemple, celui d'un prisonnier qui passerait de longues années en cellule. Selon son attitude intérieure, selon ses ressources mentales, la solitude peut devenir une torture permanente ou, à l'inverse, une opportunité de se plonger dans la lecture, dans l'écriture, dans la recherche d'une certaine transcendance. Sénèque le disait déjà, être exilé, c'est avant tout être chassé d'une cité. Mais on n'est jamais chassé de soi-même. Et dans la forteresse de notre conscience, nous conservons la possibilité de penser, d'imaginer, de nous élever, ce que personne ne peut nous ôter totalement. Alors, bien sûr, on rétorquera que ce type de résilience n'est pas à la portée de tous, et c'est vrai. Nous n'avons pas tous le même bagage, la même solidité ou le même entourage susceptible de nous soutenir à distance. Mais cela souligne simplement que la solitude, plus qu'un simple malheur, est une épreuve qui peut révéler en nous des forces inconnues ou, au contraire, des failles que nous ne soupçonnions pas. On n'est pas dans une approche binaire où la solitude serait à glorifier ou à bannir. On est dans l'idée qu'il y a plusieurs manières de l'habiter. Maintenant, j'aimerais évoquer la solitude choisie, qui est souvent synonyme de liberté pour celles et ceux qui s'y engagent. Il y a ces personnes qui décident de passer un week-end, une semaine, un mois ou plus, dans une cabane de montagne, ou dans un monastère, ou dans un petit coin reculé de campagne, pour faire le vide autour d'eux. On leur demande souvent « Mais tu ne vas pas t'ennuyer ? Tu ne vas pas te sentir coupé du monde ?» Et la réponse, pour beaucoup, est que cette coupure est précisément recherchée, parce que le monde, dans son bouillonnement, ses sollicitations incessantes, finit par disperser notre attention, notre énergie, et nous empêche d'entendre ce qui se passe réellement en nous. La solitude apparaît alors comme un remède à la surstimulation, un moyen de plonger en soi-même pour clarifier ses valeurs, ses envies, et pour laisser l'esprit vagabonder sans contrainte. D'ailleurs, beaucoup de créateurs expliquent que c'est dans ces moments de solitude qu'ils ont leurs meilleures intuitions, qu'ils se libèrent du regard extérieur et peuvent donc prendre des risques intellectuels ou artistiques. Quand on est constamment entouré, on se cale souvent, consciemment ou non, sur les attentes, les opinions ou les réactions possibles de nos semblables. Le fait d'être isolé nous émancipe, nous ramène à l'essentiel. Pourtant, cette solitude n'est pas sans difficulté non plus. Combien de gens ont entrepris ce genre de retraite et s'y sont confrontés à des peurs insoupçonnées, la peur du silence, la peur de se retrouver face à des souvenirs douloureux ou à des regrets qu'on avait enfouis. Loin de nous distraire ou de nous rassurer, la solitude peut donc opérer comme un miroir implacable, renvoyant en pleine figure ce qu'on aurait préféré ne pas voir. C'est pour cela qu'elle demande une certaine force ou, du moins, une certaine bienveillance envers soi-même.